donc je vais prendre la suite de ce qu'a pu commencer à présenter Sabrina pour vous présenter un peu l'observatoire mécène du SIAP, comment est-ce qu'on se sert de la donnée haute fréquence dans le cadre de la surveillance du système d'assainissement, mais également dans un cadre de recherche, et donc avec un focus sur la région francilienne. Avant de vous présenter la partie purement haute fréquence, je me dois de faire un rappel sur ce qu'est l'Observatoire mécène. L'Observatoire mécène, c'est l'Observatoire de la qualité du milieu récepteur du SIAP. C'est un observatoire qui est construit sur 3 piliers distincts. Le premier, ça va être le réseau de mesure haute fréquence, je vais rentrer dedans dans le détail juste après. Le deuxième, c'est un pilier qui repose sur des prélèvements qui sont hebdomadaires, bi-hebdomadaires, un peu dans la même dimensionnement que les RCS et les RCO qui sont menés par les agences de l'eau, au sein duquel on suit tout un ensemble de paramètres. Et le troisième pilier, qui est le pilier du suivi du biote, à savoir qu'on réalise chaque année des campagnes de recensement, notamment par pêche électrique, mais également par ADN environnemental, pour suivre les espèces de poissons qu'on va observer en Seine et en Marne, donc sur le long du linéaire qui est impacté par le SIAP. À savoir, en termes d'ordre de grandeur, le suivi du biote a commencé en 1990 à la création de l'Observatoire mécène, donc c'est un observatoire qui a 35 ans maintenant. On observait à l'époque 10 espèces de poissons en Seine, à l'heure d'aujourd'hui on est à 36 espèces. Donc, ce qui est témoin, s'il est nécessaire de le rappeler, de l'amélioration de la qualité des eaux. Mais du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mesure haute fréquence, donc je vais rentrer un peu plus dans le détail dans ce premier pilier de l'Observatoire mécène. Donc vous avez ici la cartographie du réseau tel qu'il est dimensionné à l'heure actuelle. On a parlé un peu ce matin de la station d'Andrézy, de la station de Bougival, de la station de Méricourt, qui sont les stations de l'observatoire qui sont intégrées dans le projet Fresque. Au final, l'Observatoire mécène, de par son premier pilier, utilise à l'heure actuelle 9 stations de suivi en continu de la qualité des eaux. Des stations qui ont deux types qui sont de nature, des stations en vert ici que vous avez qui sont des stations dites biparamétriques où on va suivre uniquement l'oxygène et la température, et des stations en rouge qui sont des stations dites multiparamétriques où on va aller jusqu'à 11 paramètres de suivi, des paramètres physico-chimiques mais également bactériologiques. Vous avez également la répartition des stations au sein de ce linéaire de Seine, de cette zone autour de Paris. Vous allez voir qu'on a beaucoup plus de stations sur l'aval de Paris par rapport à l'amont. La raison elle est simple, c'est que la plupart de nos ouvrages d'assainissement sont situés sur l'aval de Paris, et donc on essaie de quantifier notre impact, et notre impact il est principalement à l'aval de Paris. On a également 2 nouvelles stations qui ont été créées l'année dernière sur l'amont de Paris, mais j'y reviendrai. Ces stations, pour vous donner un ordre d'idée, ça génère 1,8 million de mesures par an. Donc c'est une quantité de données qui est générée, qui est considérable et qui est nécessaire de surveiller et d'utiliser. Si je viens maintenant plus précisément dans ce qu'est une station mécène dans leur version multiparamétrique, donc vous avez des exemples ici avec la station d'Andrézy dont on a parlé précédemment, la station de Bougival. On va déployer tout un arsenal de capteurs, tout un ensemble de solutions de suivi sur des paramètres physico-chimiques et bactériologiques divers. Au niveau de nos déploiements, on va avoir différents types de solutions. Vous avez la première type de solution avec des paniers dans lesquels on vient de déployer nos sondes. Ces paniers sont ensuite immergés au sein de la rivière, c'est ce que vous voyez ici. Et un autre type de solution, comme ici à Bougival, où c'est des racks dans lesquels on vient glisser les sondes directement dans la rivière, ce qui permet de les déployer facilement. Et enfin, en termes d'appareils de suivi de la qualité de l'eau, vous allez retrouver l'ensemble des paramètres plutôt classiques qu'on suit dans ce cadre de sujet. Donc on va parler d'oxygène dissous, de température, on va aller également sur de la conductivité, de la turbidité, un focus sur le carbone avec du carbone organique dissous et du carbone organique total. Des paramètres, également des nutriments, donc le pH, également des nutriments comme l'ammonium, les orthophosphates, la chlorophylla, mais également une approche qui est plutôt récente sur les bactéries, donc les bactéries totales et les BIF, les bactéries indicatrices fécales. Ces ensembles de capteurs, ils sont déployés pour leur grande majorité sur l'ensemble des stations utilisées par l'Observatoire mécène. C'est bien beau d'avoir des données, mais il faut pouvoir les consulter en temps réel parce que notre but, c'est pas uniquement d'acquérir des données, c'est de suivre en temps réel la qualité de nos masses d'eau. Donc l'ensemble de ces sondes sur ces différentes stations enregistre une mesure toutes les 15 minutes et ces données sont diffusées en temps réel au sein de la supervision que vous aviez affichée ici, qui reprend donc sur chacune des stations les qualités physico-chimiques de l'ensemble de nos jeux de capteurs. Ce qui nous permet d'avoir véritablement une surveillance en temps réel de la qualité physico-chimique de la Seine et de la Marne, avec toutes les 15 minutes les paramètres de qualité qui sont actualisés.
Ça, c'est ce qui nous permet d'avoir notre suivi opérationnel de la qualité de la rivière et en lien avec nos activités d'assainissement. Maintenant, pour vous montrer tout l'intérêt de ces mesures haute fréquence, s'il a encore besoin de le démontrer, je vais vous donner un exemple parlant qui a eu lieu en 2023. Et pour la petite anecdote, on a pris à peu près la même période, Julien, donc je suis ravi de ce choix de période. Ce que vous avez ici, c'est 3 semaines de données sur la station d'Andrézy et vous avez 3 points de mesure qui sont des prélèvements en oxygène dissous. Qu'est-ce qu'on voit sur ces prélèvements? On voit une baisse, on ne comprend pas trop d'où ça vient. Ça, c'est un système de suivi hebdomadaire, on a peu d'informations, on peut tirer quelques premières conclusions, mais pas grand-chose de plus. Si on s'intéresse à cette période, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'on a eu un fort événement de précipitation autour du 11 juin sur ces 3 semaines de suivi. Et à la suite de cet événement de précipitation, vu qu'on a eu beaucoup d'eau à traiter au sein de nos différentes usines, on a eu un déversement qui a eu lieu au sein du milieu naturel. Et une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on peut quantifier l'impact? Juste avec ces données-là, c'est pas possible, on a besoin de passer par de la mesure haute fréquence. Et là directement, avec cette courbe noire que vous voyez, qui est la courbe d'oxygène dissous, on arrive directement à quantifier l'impact de cet déversement au sein du milieu naturel, avec donc un creux d'oxygène qui est relié avec le déversement qui a lieu, donc ce rejet d'eau usée par temps de pluie. Sans ces données haute fréquence, il n'est pas possible à l'heure actuelle de quantifier ce type d'impact qui sont trop brefs et qui ne sont pas reflétés par des prélèvements hebdomadaires. Donc c'est ce que je disais, les mesures haute fréquence sont tout à fait nécessaires pour suivre ces événements et elles sont tellement nécessaires qu'elles sont rentrées dans nos réglementations internes et nous entraînent à amener, quand on va passer sous certaines concentrations d'oxygène, à des étapes de vigilance, de contrôle supplémentaires. Donc dans le cadre de ce creux, vu qu'on a passé un certain seuil, on a mis en place des prélèvements complémentaires qui nous ont permis de suivre d'autres paramètres. Ici vous avez l'ammonium qui est un tout petit peu coupé sur le tableau là. Et donc ces prélèvements sont déclenchés lorsqu'on va passer sous un certain stade de concentration d'oxygène, donc dans un état de la Seine qui va être relativement sensible. Ces mesures complémentaires, on peut bien sûr les coupler avec notre arsenal de sondes haute fréquence. Vous avez ici la même courbe, enfin une courbe d'ammonium en haute fréquence qui corrobore les données qu'on a pu observer par les prélèvements. Sans ce passage par les données haute fréquence, il n'est pas possible de quantifier ce type d'impact. Et nous, le gros de notre travail chez Mécène, c'est de quantifier les impacts quand ils ont lieu du système d'assainissement. Et on doit passer par ces mesures haute fréquence. Donc voilà, la première utilisation des données haute fréquence au sein de l'Observatoire Mécène, c'est ce suivi en temps réel de la qualité de la Seine, qui nous permet d'évaluer l'impact du système d'assainissement sur des périodes très courtes. Globalement, ça va nous aider à répondre aux autorités qui vont nous questionner, voilà, quand il va y avoir un événement au sein du système d'assainissement, quel est l'impact quel est l'impact de cet événement sur le milieu naturel. Par le biais de ces mesures, on est en capacité de répondre de manière très rapide. Et c'est des données qui servent aussi pour une réponse encore plus opérationnelle à piloter certains de nos ouvrages. On dispose le long de la Seine de certains îlots de survie. Alors les îlots de survie, c'est très simple. C'est des grosses bonbonnes d'oxygène qui, lorsqu'on va passer dans des conditions particulières, vont relarguer de l'oxygène dissous directement dans la rivière, ce qui permet localement de remonter les concentrations d'oxygène. Donc c'est vraiment des ouvrages de protection de la Seine sur certaines portions du linéaire qui sont particulièrement sensibles et sur lesquelles on va essayer de remonter sur le temps que l'orage passe, littéralement, la concentration d'oxygène. A savoir que la haute fréquence, elle est tellement présente au sein de Mécène qu'elle fait partie de notre réglementation de suivi et de nos différents arrêtés. Les paramètres qui sont actuellement réglementaires au sein de l'observatoire, c'est l'oxygène et la température. Donc c'est ces paramètres haute fréquence qu'on va rendre de manière réglementaire aux autorités, donc ils sont vraiment rentrés dans notre mode de fonctionnement. Et comme je vous l'ai montré précédemment, ces valeurs d'oxygène, elles ont même au-delà d'être réglementaires, elles entraînent même des étapes de réglementation supplémentaires. Elles entraînent un suivi renforcé lorsqu'on passe certaines concentrations. Donc c'est vraiment rentré dans notre mode de fonctionnement d'utiliser au quotidien ces données haute fréquence. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple de l'intérêt des données haute fréquence. Vous avez ici une photo de triathlètes en train de plonger quelque part. Je ne sais pas si vous avez reconnu dans quoi plongent les athlètes, vous avez peut-être une idée. La Seine, ok. La question était trop facile, je vais vous en poser une autre. Dans quelle qualité d'eau plongent les athlètes? L'eau chaude. Bonne, ok. Je vais encore plus compliquer la question. Dans quelle qualité de l'eau, à cet instant, à cet endroit précis, plongent les athlètes? Et là, elle est moins simple. Là, elle est plus compliquée.
Donc effectivement, l'année dernière, vous le savez tous, il y a eu les Jeux Olympiques à Paris, les épreuves de baignade en Seine, et donc la nécessité d'être capable de suivre sur des fenêtres très précises la qualité des eaux et notamment la bactériologie. Pour faire ça, on fait face à un certain nombre de défis. Pour la baignade, vous le savez peut-être, le paramètre qui est crucial, c'est les bactéries indicatrices fécales, les BIF, qu'il est nécessaire de suivre. Le problème, c'est que pour suivre ce paramètre, on a un temps d'analyse qui est compris entre 24 et 48 heures. Donc pour connaître le matin quelle est la qualité des eaux, il faut attendre 24 heures le lendemain pour connaître véritablement la qualité, ce qui pose certains problèmes. Et en plus, on le savait tous, pour que les épreuves se passent pour le mieux sans aucun souci, il fallait absolument pas de précipitation. Manque de chance 2024, c'était une des années les plus pluvieuses qu'on a vues sur le bassin. Dans ce cadre-là, on a besoin de mettre en place des outils qui nous permettent de nous assurer que la qualité des eaux est bonne en tout temps. La première étape, et c'est ce qu'on a fait du côté de l'Observatoire Mécène, c'est de redimensionner notre réseau de suivi avec notamment l'extension du réseau en amont de la région parisienne. On a donc créé 2 nouvelles stations multiparamétriques en Seine et en Marne pour être en capacité de suivre les eaux qui vont rentrer dans Paris. La seconde étape, et qui va vraiment montrer l'intérêt de la mesure haute fréquence, c'est de déployer des outils qui nous permettent de réduire ce temps d'analyse et d'évaluer en 30 minutes environ la qualité bactériologique d'une eau pour être capable de suivre en temps réel l'évolution de cette qualité des masses d'eau. L'objectif de ce suivi l'année dernière, c'était sur 2 points. Déjà éclairer sur les autorités sur la qualité des eaux avant qu'elles rentrent dans Paris, donc au niveau de la Seine et de la Marne, et aussi surveiller le bon fonctionnement des unités de désinfection qui sont installées sur les usines du SIAP en amont. À savoir que sur nos 2 usines en aval, donc Marne-Aval et Seine-Valenton, on avait des unités de désinfection qui permettent de réduire le nombre de bactéries qui sont issues du système d'assainissement. Malheureusement, je vais pouvoir vous montrer des résultats que sur le premier objectif, parce que sur le deuxième, les unités de désinfection ont parfaitement fonctionné, donc je ne peux pas vous montrer quand elles ne marchaient pas. Donc je vais juste aller sur la qualité, malheureusement. Donc je vais juste aller sur la qualité en amont de Paris. Donc pour répondre à cet enjeu qu'on comprend bien, hein, qui est de suivre en temps réel la qualité des eaux, la qualité bactérienne des eaux, on a acquis 2 appareils qui servent à ça, donc les ColiMinder qui permettent de suivre les Escherichia coli par le biais d'une réaction enzymatique, ce qui permet d'avoir une mesure toute en 30 minutes qu'on a programmée toutes les 2 heures, et ainsi de suivre en temps réel l'évolution de la qualité bactériologique de Paris, enfin en amont de Paris. Et du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les données que vous avez ici, qui sont dans les unités du ColiMinder, donc c'est pas exactement des NPP par 100 millilitres, ces informations qu'on a là, si on prend l'information qu'on a par le biais des prélèvements, le prélèvement il nous donne une information sur le jour d'avant à la même période. Et comme vous le voyez, on avait une grosse augmentation, un événement pluvieux qui avait dégradé la qualité des eaux. Donc sans ces données haute fréquence, on pilote presque à l'aveugle pour suivre l'évolution de la qualité. Donc elles étaient vraiment nécessaires pour donner un appui complémentaire aux mesures réglementaires dans le cadre de ces épreuves. Ce que vous avez ici, c'est également un petit exercice qu'on a mené pour vérifier que ces mesures ColiMinder avaient bien du sens par rapport aux mesures réglementaires. Vous avez les petites croix qui étaient les prélèvements et les mesures réalisées par le biais de KitIDX, la courbe en bleu, la courbe de suivi de nos ColiMinder. On avait un suivi qui était globalement cohérent, un suivi de tendance qui était pertinent et qui nous a permis de bien évaluer la qualité des eaux. Je ne vous ai pas beaucoup parlé d'opérationnel, maintenant je vais passer sur le second volet de l'observatoire qui est le volet recherche. Donc à savoir qu'au SIAP, on a un programme de recherche qui s'appelle Mécène Innovation dans lequel on travaille sur différentes actions de R&D qui sont découpées en 3 axes. Le premier qui porte vraiment sur un volet connaissance, mieux comprendre nos rivières. Le deuxième qui pose plutôt un axe méthodologique, comment est-ce qu'on fait pour regarder autrement les eaux de surface, quelles sont nos nouvelles solutions de suivi. Et enfin un troisième axe qui est plutôt axé sur des outils numériques. Vous avez ici un peu un tour d'horizon des différentes actions qui sont menées dans le cadre du programme. Alors je ne vais pas y aller dans le détail, mais on va parler microplastique, on va parler indicateurs métaboliques, je sais que Nicolas tu en parleras un peu plus tard. On va parler d'analyse non ciblée, de changement climatique, de suivi satellitaire. Et du coup la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on sert de ces données haute fréquence pour alimenter ces différentes actions de recherche? Et où est-ce qu'elles sont donc mobilisées? Et en fait, la réponse, c'est à peu près partout. C'est à peu près partout, mais dans des cadres d'usage différents. On va avoir sur certaines thématiques une utilisation des données haute fréquence qui vont nous permettre de caractériser des périodes où on a, par exemple, déployé des biocapteurs, où on a réalisé des prélèvements pour tel ou tel suivi. Et ces données haute fréquence, elles nous permettent de caractériser finement la période pendant laquelle on a réalisé nos prélèvements.
De la même manière, on va avoir des actions de recherche qui portent purement sur l'analyse de ces données haute fréquence. Je parlais de l'indicateur métabolique tout à l'heure, c'est un excellent exemple parce qu'il se base sur ces données haute fréquence pour mettre en place l'indicateur et voire même des nouvelles solutions de suivi haute fréquence qui sont testées, qui sont développées au sein de nos programmes, notamment pour le suivi de la matière organique. Si je dois vous donner quelques exemples plus précis, on a notamment la sonde fluocopée qui est en cours de développement par le biais de nos programmes. Donc c'est une sonde qui nous permet de suivre en haute fréquence la qualité de la matière organique. Donc ça c'est typiquement dans le cadre de nouvelles solutions pour le suivi haute fréquence de la qualité des masses d'eau. En termes de contextualisation, j'en parlais tout à l'heure, mais ce type d'approche qui nous permet de savoir pendant 3 semaines où on a déployé notamment des biocapteurs qui sont engagés pendant 3 semaines sur la Seine, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu naturel finement pendant ces 3 semaines, et donc de bien comprendre par quelle épreuve sont passés ces biocapteurs. Et ensuite, en termes d'analyse de données, voilà, je laisserai la parole à Nicolas par la suite, je vais pas en dire plus. Mais on est en capacité de se servir des données haute fréquence pour générer des indicateurs qui nous aident à mieux comprendre la qualité du fleuve en temps réel. Je vais arriver sur quelques conclusions et quelques perspectives. Donc vous l'avez compris, l'observatoire Mécène, c'est un large réseau de suivi, une dizaine de paramètres qui sont générés en haute fréquence, 1,8 million de données générées par an qui ont en constante expansion. Et la haute fréquence, elle nous sert, nous, au quotidien, sur différents aspects. Dans un cadre opérationnel, pour suivre le fonctionnement du système d'assainissement, elle nous aide à remplir nos objectifs réglementaires. Encore une fois, sur le suivi de nos activités, sur des rendus de résultats et de suivi de la qualité de l'eau. Mais il nous sert également à produire des données pour alimenter nos programmes de recherche. Et en retour, les programmes de recherche nous amènent des connaissances pour continuer d'alimenter le réseau. Donc c'est un cercle virtueux entre l'Observatoire Mécène et le programme Mécène Innovation. Bien sûr, un réseau de fréquences, ça évolue, ça pose plein de questions. Juste pour le préciser, mais on va peut-être en reparler par la suite de la journée. L'Observatoire Mécène a créé 2 nouvelles stations de l'année dernière. On a 2 nouvelles stations qui sont prévues pour l'année prochaine, dont une à Pose, dont on a déjà parlé un peu ce matin. Un réseau de fréquences, c'est également des évolutions en termes d'outils et thématiques. On avait l'exemple de la bactériologie. Quel sera le prochain défi pour la suite? On a plein d'idées, mais également des défis à affronter. On avait un peu parlé de métrologie ce matin. Un réseau de capteurs, ça s'entretient, ça se vérifie. Générer de la donnée, c'est bien. Générer de la donnée de qualité, c'est mieux. Donc ça amène des vraies difficultés. Et même en termes d'interprétation, on voit qu'il y a encore plein de choses à faire, plein de richesses à sortir de ces données de fréquence. Et ça, c'est un travail qu'on doit mener, à mon sens, conjointement. Je vous remercie de votre attention. Et voilà, la haute fréquence, c'est beaucoup plus joli quand ça bouge. Merci beaucoup Jérémy. Donc effectivement, belle démonstration de l'intérêt des données haute fréquence. Donc une question ici. Oui, merci pour la présentation, Johan Copard, M2C Rouen. Je l'ai pris en cours de route, mais néanmoins j'ai été surpris de voir que le DOC et le TOC avaient les mêmes valeurs. Il y a une explication à ça? Alors il y a une explication, c'est que comme tout réseau haute fréquence, il y a des moments où certains capteurs ne fonctionnent pas. Et manque de chance, j'ai fait ma capture d'écran hier soir et en ce moment les sondes ne fonctionnent pas. Mais sinon effectivement il y a des valeurs différentes, il n'y a pas de raison que le COT et le COD soient équivalents. Que le TOC, on est bien d'accord que c'est la somme DOC et POC? Oui, c'est ça, tout à fait. Okay. Merci Doc. Okay. Vas-y, une question, Manuel. Ouais. Yeah. Merci. Bonjour. Est-ce que vous pourriez dire un peu sur quel projet vous êtes sur les virus? Est-ce que vous réfléchissez à faire un lien entre les contaminations virales et puis les données haute fréquence, ou enfin dans quelle voie vous explorez? Alors sur les virus, c'est un projet de recherche qu'on mène avec l'université de Rennes. Globalement, on suit un ensemble de cibles virales. On essaie de comprendre comment est-ce qu'elles évoluent sur le temps long et le long du gradient du bassin francilien. On cherche également des nouvelles cibles virales grâce à des approches de métagénomique. Donc essayer de trouver des cibles virales qui sont plus pertinentes que celles ou qui sont à ajouter pour qualifier l'impact anthropique. Et pour l'apport de la mesure haute fréquence, là on est vraiment dans le cas où la mesure haute fréquence elle va servir de contextualisation au moment où on a réalisé nos prélèvements. Donc en fait l'analyse des cibles virales elle prend énormément de temps, donc on a réalisé quelques campagnes l'année dernière. Mais du coup pour bien comprendre quand est-ce que ces échantillons ont été prélevés, on passe par l'analyse de l'ensemble des données haute fréquence à ce moment-là précis. Ce qui nous permet de savoir si est-ce qu'on est en temps de pluie, est-ce qu'on n'est pas en temps de pluie, est-ce qu'il y a eu un rejet, est-ce qu'on est plutôt... voilà, de contextualiser vraiment cette phase de prélèvement.
Il n'y a pas de lien direct à l'heure actuelle entre le suivi viral des données aux fréquences. Mais peut-être un jour. On va prendre une dernière remarque ou question et après on essaye de rattraper notre temps. Merci. Pascal Maguarou, Association de défense des berges de Seine. Je vais faire référence à l'histoire ancienne, hein, comme le font souvent les personnes âgées, malheureusement. Il s'avère que à la fin des années 90, j'étais en charge à la Commission européenne à Bruxelles du suivi de la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires et que j'avais engagé une procédure d'infraction contre la France pour insuffisance de traitement de l'azote, notamment, essentiellement, sur la Seine, au regard des phénomènes d'eutrophisation en baie de Seine, notamment de l'apparition de l'algue toxique Dinophysis qui rend les coquillages impropres à la consommation. En fait, j'ai pas entendu ce matin de référence à ces problèmes d'eutrophisation et de suivi de l'eutrophisation et de l'étude. On s'était basé à l'époque, donc c'était il y a 25 ans, sur une thèse de M. Cuvier de l'Université du Havre pour développer cet argument qui a fait condamner la France pour insuffisance du traitement à Paris, à Rouen et ailleurs. J'ai pas entendu tellement d'études, de références à des études entre les apports de nitrate en baie de Seine et les apparitions d'eutrophisation. Donc est-ce que vous étudiez aussi là-dessus ? Alors, vu l'étendue du réseau, je vais parler purement pour l'Observatoire Mécène, je laisserai peut-être mes collègues du GIP répondre par la suite. Nous, les problématiques d'eutrophisation, ce n'est pas des problématiques qu'on rencontre à l'heure actuelle dans la zone parisienne. Ça déjà, c'est pas des problématiques auxquelles on est confronté, donc plus à l'aval, ça doit arriver, ça arrive sûrement moins qu'avant. Et ce sera mon deuxième point, c'est que le système d'assainissement, il est en perpétuelle évolution, il est en perpétuelle amélioration. La qualité des eaux et le nombre de rejets qu'on a à l'heure actuelle, c'est pas du tout celle qu'il y avait il y a 20 ans. On a plein de paramètres, de façons de montrer justement cette amélioration de la qualité des eaux. Je parlais tout à l'heure des espèces piscicoles qui sont de retour en Seine, c'est un des paramètres. Donc effectivement, c'est des phénomènes en tout cas que nous on ne suit pas, et ensuite le système d'assainissement a une amélioration constante, et je pense que ça nous permet de largement soulager la qualité du milieu. Il y a un petit mot sur le problème d'eutrophisation en baie de Seine, parce qu'en fait, moi je suis de l'université de Caen, avec les collègues de l'IFREMER qui ne sont pas ici, on a un certain nombre de projets sur la problématique de l'eutrophisation en baie de Seine. Et depuis 25 ans, le système a beaucoup évolué en fin de compte. Et à l'heure actuelle, en fait, les problématiques sur lesquelles on travaille, surtout sur les changements de structure de communauté du phytoplancton, avec notamment les variations des rapports N sur P. Donc l'azote, il n'y a pas vraiment de traitement, hein, c'est-à-dire qu'on apporte encore beaucoup d'azote et trop d'azote dans la baie de Seine, ça c'est sûr. Par contre, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le traitement du phosphore et des apports en phosphore dans la baie depuis 30 ans maintenant. Et les effets, on les a vus, on a vu ces baisses-là. Et les effets, à l'échelle de la baie et même à l'échelle de la Manche plus largement, on voit on a tendance à avoir des diminutions de chlorophylle en fait, plutôt, à plus grande échelle. Et les hypothèses qu'on a, c'est aussi les changements de structure du communauté du phytoplancton associés à ça. Après, faire le lien entre eutrophisation, dystrophie, espèces toxiques, moi qui suis spécialiste de ça, je le fais pas. Parce que c'est trop compliqué en fait. Trop complexe de rentrer là-dedans, et toutes les études bibliographiques vous montrent que si vous rentrez là-dedans, on se trompe en fait. C'est pas les bonnes approches, et je dis pas qu'il n'y a pas de lien, mais je dis que c'est trop simpliste de faire ces liens-là. Et les grands enjeux qu'il y a actuellement, c'est vraiment sur cette problématique de dystrophie, d'azote qui continue à être apporté de manière massive et qui n'est pas résolue, et les changements de structure de communauté et tous les impacts qu'il va y avoir sur les réseaux trophiques ensuite. Ça se voit déjà dans plein de systèmes, avec le changement des relations proies-prédateurs, etc. Et tout ça, c'est des grands enjeux à l'échelle globale, et l'estuaire de Seine et la baie de Seine, c'est un très bon endroit pour étudier ça.
rapidement par rapport à ces problèmes d'eutrophisation. Effectivement, on n'entend plus parler récemment en tout cas, de fermeture de la pêche, etc. Donc il semble qu'il y ait peut-être une atténuation au niveau de ces problèmes d'eutrophisation par les dinophysis. Mais bon, c'est vrai que les concentrations, enfin les flux d'azote sont toujours les mêmes. Mis à part les flux d'ammonium qui, je veux dire, qui sont moindres en raison des rejets. Mais ce qui a pu se passer aussi, et ça peut jouer sur vos changements d'espèces, c'est que dans la rivière, il y a moins d'eutrophisation, très nettement, hein, et donc il y a un flux de silice qui arrive à la mer qui n'arrivait pas avant. Donc ça peut faire basculer effectivement d'abord les changements de communauté, et puis ça peut je veux dire, entraîner une moindre eutrophisation. Enfin, c'est comme ça que je pourrais interpréter ça. Mais c'est vrai que les flux de silice qui arrivent à la mer sont beaucoup plus importants qu'avant, parce qu'avant, on avait zéro silice. Quand on avait 150 microgrammes de chlorophylle dans la rivière, on avait zéro silice qui arrivait à la mer. Et l'équilibre silice, nitrate et phosphate est vraiment très important pour les problèmes d'eutrophisation. Merci pour ces éléments de réponse.